émission spéciale La Ref, Good Morning Business. Sandra Gondouin et Christophe Jacubizil. Il est 6h47 et oui, déjà. Et le jour se lève sur enfin. l'hippodrome de Longchamp et les rencontres des entrepreneurs de France. Les entrepreneurs, évidemment, on les accueille toute la matinée sur ce plateau en direct. On est avec un entrepreneur. Vous allez bien, François Delporte? Très bien, je vous remercie. Merci pour l'invitation. Parce que je vous pose la question, vous êtes cofondateur de Rocambole, le Netflix français du livre. Parce que c'est dur d'être un entrepreneur. Ouais. Vous l'avez prouvé, mais vous êtes toujours là. Tout vous allez à fait. atteindre vos 100 000 abonnés. Pourtant, vous avez une année de galère. Vous avez perdu l'un de vos cofondateurs. Vous avez perdu un investisseur. Vous avez été banni par Google. Mais vous avez survécu. Exactement. Je pense que c'est le lot et le quotidien des entrepreneurs. On en parle peu. On aime partager sur LinkedIn les bonnes nouvelles, etc. et dans les médias. Mais derrière ça, il y a un travail au quotidien. Et c'est des vraies montagnes russes. Moi, je me rappelle effectivement, l'été dernier, dans la même journée, on allait annoncer notre première levée de fonds. Et on est banni par Google puisqu'on avait une série qui parlait de coronavirus et ça n'a pas plu, etc. Et là, il faut s'accrocher, quoi. Il faut s'accrocher. En plus, c'est aussi toute la composition de votre entreprise. Vous êtes, vous le dites vous-même, un voleur de temps. Vous essayez de prendre le temps disponible dans un agenda très chargé des gens aujourd'hui, s'insérer dans les 5 minutes de transport, les 10 minutes dans un taxi pour faire lire, ramener les gens à la lecture, le Netflix littéraire. Alors effectivement, on évolue dans une industrie qui est très compliquée. La grosse nuance entre beaucoup d'autres voleurs de temps et peut-être nous, c'est que nous, vous n'êtes pas le produit. On n'utilise pas vos données pour faire de la publicité, etc. Quand vous lisez sur Rocambole, vous vous évadez et vous vous prenez un moment réellement à vous. On ne va pas changer l'algorithme pour vous faire rester 5 minutes de plus, etc. Donc c'est vraiment effectivement sur ces périodes de 5-10 minutes sur lesquelles on s'insère, même si beaucoup de nos utilisateurs nous utilisent de 22h à minuit pour s'évader avant de dormir. Mais c'est vrai qu'il faut être vraiment pointu sur le contenu et le divertissement pour lutter contre un Instagram ou un WhatsApp. Alors, on parle du Netflix de la lecture parce que votre concept, justement, c'est de créer des mini-séries littéraires avec des contenus exclusifs, il faut le dire. Vous créez, en fait, des romans qui se lisent par petits chapitres. Exactement. On lit un chapitre un jour, un autre chapitre le lendemain, avec des contenus exclusifs. Tout à fait. Alors, c'est rigolo parce que pour certains, on est le Netflix de la lecture. Pour d'autres, le renouveau du roman feuilleton. Ça dépend un petit peu des générations. Il n'y a pas de photos. En feuilleton, il y a des photos souvent, non? Alors, on en met aussi. Des illustrations, c'est également possible. Mais effectivement, on est la seule plateforme au monde sur la lecture en streaming à avoir un catalogue 100% original. Donc si on fait le parallèle avec les plateformes de SVOD, on est l'équivalent par exemple d'un HBO. Et donc ça, c'est notre force. On a 35 auteurs et scénaristes en résidence qui produisent pour nous des séries de grande qualité. On a collaboré avec des grands noms, Albert Dupontel, Jacques Expert, même une préface d'Emmanuel Macron récemment. Et on va avoir donc un catalogue qui est exclusif, donc uniquement disponible chez nous, de haute qualité et 100% produit par Rocambole, avec effectivement des épisodes qui font à peu près 5 minutes de lecture. Et alors 100 000 abonnés, 100 000 utilisateurs. Est-ce que vous avez un profil type ou finalement il y a un petit peu tout le monde? Alors il y a tout le monde, puisqu'à partir du moment où on a un smartphone et une expérience de lecture, on peut être un utilisateur Rocambole, mais effectivement, on ne va pas se le cacher, les femmes lisent plus que les hommes et ça se retrouve chez nous. Et est-ce que ce sont des lecteurs classiques qui achètent aussi des livres, ou est-ce que vous arrivez justement à faire venir à la lecture des gens qui avaient un peu perdu ce réflexe-là parce qu'ils lisent beaucoup les journaux, etc., ou ils regardent la télévision? Est-ce qu'il y a des nouveaux des lecteurs à nouveau? Alors il y a les deux. Il y a un point commun, c'est deux personas qui veulent lire plus. Que ce soit des gens qui lisent plus de 20 livres par an, donc des grands lecteurs selon la définition du CNL, on en a plein et ils trouvent chez Rocambole une façon de lire encore plus quand ils n'ont pas un livre. Mais on a effectivement à peu près un tiers de nos utilisateurs qui sont des gens qui lisent moins de 5 livres par an et qui trouvent en Rocambole une façon de lire plus. Selon la dernière étude que j'ai faite auprès de mes utilisateurs, 2 sur 3 affirment lire plus depuis qu'ils nous ont découvert. Donc ça, c'est un pari gagné. Alors, est-ce que ça vient aussi du prix de vos... Rappelez-nous ce que vous proposez. Alors aujourd'hui, Rocambole, c'est une partie qui est gratuite pour découvrir l'expérience, découvrir ce format. Et sinon, c'est 40 € l'année pour lecture illimitée. L'année. Oui. Donc le prix de 2 livres grand format finalement pour lecture illimitée avec 20 nouvelles séries par mois. Et aujourd'hui, on a plus de 250 séries originales. Qu'est-ce qui marche le plus? Les policiers, les romans d'aventure, les romans d'amour? Alors, pas de surprise par contre de ce côté-là. C'est assez identique au circuit éditorial classique. Donc on va retrouver tout ce qui va être romance, bien sûr, polar, thriller,
comédie. Et on a une tendance de fond, je pense, assez générale sur la biographie. Donc tout ce qui est plutôt ce qu'on appelle non-fiction, donc inspiré de faits réels, les portraits de femmes notamment. Nous, on a toute une collection femmes inspirantes et ça marche très très bien. Et vous allez donc vous internationaliser, vous lancez ça dans les semaines qui viennent. Quel est l'objectif? Par quel pays vous allez commencer? Est-ce que vous pensez que les Européens sont plus lecteurs que les Français? Alors les Français, même si on est le pays un petit peu de la littérature, comme on aime le penser, sont effectivement en Europe pas les plus grands lecteurs. Et nous, c'est pour ça qu'on a maintenant cette volonté de s'internationaliser, c'est d'aller atteindre des gens qui sont encore peut-être plus lecteurs. On pense notamment à l'Allemagne, aux pays du Nord, qui ont une adoption du numérique qui est assez élevée, un pouvoir d'achat élevé et un rapport à la lecture qui est assez intéressant. Les pays de l'Est également. Et dans un second temps, c'est vrai qu'on aimerait beaucoup s'installer en Inde où 80% de la lecture se fait sur smartphone et avec une population qui l'année prochaine dépassera celle de la Chine. Donc le marché. Là, ça y est, vous êtes en train de prospecter. Vous allez faire ça quoi? En hindi, en anglais, ça quoi? Alors, pour l'instant en anglais pour tester le marché, mais on ne s'interdit pas demain de produire en langue native, c'est la deuxième étape. Donc c'est un peu la stratégie Netflix de faire des productions originales dans la langue native, avec la culture, la référence à l'histoire, au territoire. Plus un catalogue et en anglais. Traduire en fait ce qui marche le mieux en anglais pour être vraiment international. Vous pensez qu'à un moment, vous pouvez atteindre les États-Unis ou c'est un marché finalement qui ne répond pas tellement à cette demande de Netflix littéraire? Alors on a un concurrent aux États-Unis qui vient de se faire racheter un demi-milliard par les concurrents asiatiques. Donc on ne s'interdit pas d'aller également aux États-Unis. Si vous n'êtes pas empêché par Google ou par d'autres opérations de ce genre. Voilà, et plus on nous empêche d'y aller, plus ça nous donne envie d'y aller en vérité. En termes de business plan de développement, là, vous avez, on l'a dit, expérimenté quelques galères au départ. Est-ce que là, vous avez brûlé tout le cash? Est-ce que vous allez refaire un tour de table? Alors on travaille aujourd'hui effectivement sur un second tour de table. On n'est pas pressé par le cash, on a du cash devant nous, donc on va vraiment choisir nos partenaires avec qui se développer. On est sur un secteur très spécifique, le divertissement. On a d'ailleurs fait rentrer au capital Serge Hayat, qui est le financier du cinéma français, pour nous aider à créer une passerelle entre nos séries et des producteurs pour en faire des adaptations. J'ai vu qu'il y a des séries, c'est un peu le making-of de certains films. Exactement, on a fait le making-of d'Albert Dupontel, donc de l'idée au César qu'il a eu, avec des images justement, des illustrations de la chef maquilleuse, des mécaniciens. Donc on a vraiment une belle passerelle pour créer vraiment une communication entre les producteurs de séries justement et nos séries, puisqu'on parle le même langage. C'est intéressant, c'est-à-dire qu'en plus des abonnés, est-ce que l'idée des partenariats, des renvois vers Rocambole, ça vous taraude un peu? Alors effectivement, on discute avec un télécom, on discute avec des transporteurs aériens, avec des néobanques, avec un distributeur connu dans la ressource humaine limitée. Donc on sait qu'il faut y aller prudemment, d'abord se concentrer sur notre business en B2C et ensuite accélérer avec des partenariats structurants comme les télécoms par exemple. Vous visez combien d'abonnés par exemple fin 2022? Parce que là on atteint quasiment déjà la fin de l'année 2021. Fin 2022, nous voulons 1 million d'utilisateurs. Ah oui. 10 fois plus. 10 fois plus. On fait 20% de croissance mensuelle. Donc il y a cet effet composé qui est toujours impressionnant. En un an, on a fait la croissance. En un mois, pardon, on a fait la croissance d'un an auparavant. Donc c'est vrai qu'on s'amuse bien. Vous n'êtes pas découragé vous ne regrettez pas d'avoir choisi votre vocation? Plus on les embête, plus ils ont envie d'y aller. Exactement. Et puis on sait qu'il y en aura d'autres et ça forge l'expérience, la résilience et c'est ce qui nous motive aussi au quotidien d'apprendre. C'est ce qu'on voit à tout moment sur ce site de l'hippodrome de Longchamp où se tient les rencontres des entrepreneurs de France. Cette vocation de l'entrepreneuriat, c'est aussi la vocation du défi à relever tout le temps. Et en fait, on s'ennuie sinon. Je crois que c'est ça. François Delporte, cofondateur de Rocambole, merci d'avoir été avec nous.